Et à suivre donc, table ronde, le robot, un collègue comme un autre. Voilà, je vais vous présenter puisque nous allons parler cette fois-ci de l'utilité des robots. Le robot, un collègue comme un autre, point d'interrogation. C'est le titre de cette table ronde. Je ne pense pas que ce soit un collègue comme un autre, mais vous allez nous dire chacun ce que vous en pensez. Je vais commencer par Isabelle Bérébi-Hoffmann, qui est sociologue, chercheuse au CNRS, au Labolis du CNAM, donc qui est ici chez elle, et qui a publié notamment Makers, enquête sur les laboratoires du changement, que Isabelle nous dédicacera ensuite dans la bibliothèque, qui a également publié Dynamique de l'intime, politique de l'intime, qui sera disponible auprès du libraire également dans la bibliothèque. De l'utilité des robots médicaux, on va en parler avec Cécile Dolbeau-Bambin, de l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, avec Serge Tisseron qui était à la table ronde précédente. Vous êtes spécialiste, Cécile, de la thérapie assistée par les robots et auteur de thérapie assistée par robot en unité hospitalière, avec l'exemple de Paro dont vous nous montrerez, voilà, que vous nous expliquerez l'utilité de ce robot. Et puis j'ai un petit voilà, et puis oui, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, de l'usage et de l'incidence justement de ces robots assistants, de ces robots aides ménagers. Vous êtes professeur de psychologie du travail et titulaire de la chaire de psychologie du travail ici au CNAM. Commençons par quoi? Commençons par l'utilité peut-être des robots de type Paro, des robots à l'hôpital, en unité hospitalière, Cécile Dolbeau-Bambin, pour justement avoir une note un peu plus positive sur l'intérêt, ou pas d'ailleurs, de ces robots en milieu médical, en milieu hospitalier. Oui. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous parler d'un robot que j'ai étudié il y a quelques années en unité hospitalière. Donc, c'est le robot Paro, qui veut dire Personal Robot. Donc, c'est un robot que vous connaissez certainement. C'est un robot en forme de phoque. Il a une corporéité animaloïde. Donc, il est utilisé en unité hospitalière auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est pas étudier les effets thérapeutiques, parce que ça a été fait par de nombreux chercheurs japonais, anglo-saxons et français, comme Anne-Sophie Rigaud, de l'hôpital Broca, que tu viens de citer, Thierry. Moi, je voulais m'intéresser sur les modifications au travail. Qu'est-ce que ça faisait d'avoir un robot au quotidien et pas la robotique industrielle, où on parlait de coopération. C'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure de cobotique. On pourra peut-être en parler aussi autour de cette table, ou des essaims de robots. Cobotique. De cobotique, oui, collaboration entre robots. Donc, dans l'industrie, on appelle ça la cobotique. Et donc, je voulais m'intéresser effectivement à qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un robot comme Paro. Alors, Paro, il faut aussi, je précise, c'est un petit bébé phoque, donc il ne marche pas, hein, il est immobile, il faut que le personnel soignant le déplace, le montre aux personnes âgées. En plus, je l'ai dit, il est quand même lourd, plus de 5 kilos, donc les personnes âgées sont affaiblies, donc il faut du soignant, il faut un humain. L'humain, comme le disait Antonio Casilli tout à l'heure, le human in the loop, il est encore là. Donc c'était intéressant. Donc j'ai eu la chance d'être acceptée, parce que faire des recherches dans des unités hospitalière, il faut du temps, il ne faut pas être pressé, hein, comme le disait la dame tout à l'heure. Je n'étais pas pressée parce qu'il faut l'autorisation de l'administration, etc., etc. Donc j'ai eu la chance qu'un hôpital normand qui est à côté de moi m'accepte, et donc j'y allais, j'étudiais, j'observais ce que faisait le personnel soignant avec le robot. J'ai interrogé le personnel soignant, je leur avais laissé aussi un guide d'entretien ou un guide d'observation à leur disposition, donc c'était sur du bénévolat. Donc quand je n'étais pas là et quand je n'avais pas accès aux chambres ou pendant les périodes de soins ou de toilettes, le personnel soignant répondait à mes questions. Comme ça me laissait des traces pour pouvoir poursuivre mon travail. Donc voilà, un petit peu le cadre. Donc dans cette unité hospitalière aussi, il faut aussi penser, c'est le point aussi important quand on utilise un robot, c'est que ce robot a été parfaitement accepté dans l'unité hospitalière. Il y a eu un consensus, c'était une proposition du gériatre qui l'a présenté à l'équipe médicale, à l'équipe soignante, et tous étaient d'accord de l'utiliser. Il y a eu juste une ou deux personnes qui ne voyaient pas vraiment l'intérêt d'avoir un robot au quotidien, ce qu'ils allaient en faire, mais quand elle a vu l'impact et les effets thérapeutiques positifs, alors effets thérapeutique, j'en ai pas parlé, je vais y aller très rapidement. Verbalisation, réminiscence de souvenirs, sociabilisation, etc., etc.
Et donc, ce robot est extrêmement intéressant. Donc, moi, ce que j'ai... Oui, juste nous décrire ce robot, parce qu'il est... C'est un bébé phoque. Vous voyez, Brigitte Bardot, donc, il y a quelque temps, qui décrivait les bébés phoques blancs, mais c'est un blanchon, c'est un bébé phoque. Il a des capteurs, il a un algorithme, etc. Il pousse des cris, ce sont des enregistrements d'un bébé phoque. Imaginez-vous, voilà, où vous allez sur le web, vous pouvez entendre un bébé phoque, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est un bébé phoque, voilà, avec un poil, une fourrure hypoallergénique, qui ne se tâche pas. En réalité, il faut quand même beaucoup d'entretien, ce qui perturbe aussi le travail du personnel soignant, etc., etc. Et il ne se déplace pas, c'est le point important, et il faut le recharger aussi. Il ne se nourrit pas, comme pensent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des fois, elles veulent le nourrir, donc il y a un peu de confiture de fromage blanc sur ses grandes moustaches, et ce sont des capteurs, mais Paro marche à l'électricité, nucléaire ou éolienne, peu importe, on verra bien. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que Paro, il était à la fois un partenaire pour le soignant, un indicateur temporel aussi pour le soignant, et aussi, il proposait aussi des médiations robotiques simplifiées. Donc, partenaire pour le soignant, au-delà de tous les bénéfices thérapeutiques qu'on peut observer, et que j'ai aussi observé au cours de cette étude, mon étude a montré que Paro avait un impact sur la qualité de vie des personnes hospitalisées, en permettant de limiter, par exemple, leur agitation, parce qu'il faut aussi aller dans les services où il y a des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il y a des fois des phases de déambulation, d'agressivité, d'apathie, de tristesse, de dépression. Et ce robot permet à des moments T, je dis bien des moments T, de détourner l'attention. Donc il permet aussi de simplifier dans certains moments le travail du personnel soignant, de détourner l'attention pour que la personne puisse effectuer la toilette, puisse nourrir la personne ou lui proposer un traitement. Et puis, c'est un indicateur temporel pour le soignant, c'est-à-dire qu'il est à la fois témoin du passé, c'est qu'il permet, je vous l'ai dit, la réminiscence des souvenirs, mais il est aussi un indicateur du présent. Par exemple, j'ai observé une patiente qui avait du mal à s'exprimer, elle avait perdu l'usage de la parole, et elle a pris Paro. Alors, Paro n'a pas de pied, n'a que des nageoires, mais elle a quand même montré les nageoires pour montrer qu'elle avait des douleurs aux pieds. Et le personnel soignant a pu comprendre qu'elle avait un souci au pied, qu'elle avait un problème. Donc vous voyez qu'il est aussi un indicateur temporel du présent. Donc ça permet de soutenir et de faciliter le travail du personnel soignant, évidemment à un moment T, à un instant précis. Et puis c'est un outil complémentaire dans le quotidien du personnel soignant parce que c'est un médiateur. Il peut compléter, quand les patients arrivent dans les unités hospitalières, dans le cas de MA, de maladie d'Alzheimer, on fait remplir, alors quand ils peuvent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur goût, etc. On essaie de respecter leur personnalité. Et puis il y a des fois, ils ne peuvent pas parler ou ils ne se souviennent pas, donc on demande à un membre de la famille d'écrire l'histoire de leur vie, etc. Et Paro permet aussi à certains moments aux patients de se souvenir de tel ou tel moment, ou permet au personnel soignant de connaître d'autres choses. Par exemple, s'il a eu un animal domestique, s'il a eu des difficultés dans son enfance, etc., etc. Donc, Paro reconnaît les émotions, comme Serge Tisseron l'a dit précédemment, c'est aussi l'empathie artificielle. Il y répond de façon adaptée et interagit de manière simple et naturelle avec autrui. Donc c'est bien un nouveau moyen, un nouveau support de médiation, puisque Paro va proposer des mimiques et des intonations simplifiées. Donc moi j'en conclus, alors je dis bien dans le cas de mon étude, c'est une étude restreinte dans un hôpital en Normandie, à une date précise. J'en conclus que Paro est un cothérapeute et il est complémentaire dans le travail du personnel soignant. Merci Cécile Dolbeau-Bandin. Marc-Éric Bobillier-Chaumont, vous avez vous aussi mené une enquête sur ce petit phoque Paro? Oui, alors peut-être aussi replacer d'où je parle et un peu les orientations de mes recherches et de mes réflexions. Mais je m'intéresse aux usages et aux incidences des technologies sur des populations diverses, c'est-à-dire professionnelles. On essaie d'accompagner ces technologies au sein des entreprises, mais aussi ce que j'appelle les publics fragilisés ou empêchés. Empêchés au sens où, effectivement, c'est des personnes qui ont des difficultés d'action, de compréhension, d'interaction avec leur environnement. Et comment ces outils, quand ils sont bien conçus, pensés à partir de l'activité et de l'écosystème et de la situation de vie de ces personnes, mais aussi de travail, peut redonner des capacités d'agir, des pouvoirs d'agir. Et développer aussi l'activité de la personne qu'elle n'avait pas. Et donc, on est dans... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'acceptation de ces technologies du point de vue de l'activité. On s'intéresse moins à l'acceptation des technologies elles-mêmes qu'à l'acceptation des nouvelles pratiques, des nouvelles activités qui sont permises ou empêchées ou contrariées par l'utilisation des technologies. Enfin, on le voit, vous avez des outils que vous utilisez dans la vie de tous les jours qui amplifient, qui vous donnent du pouvoir d'agir. Vous ne pourriez pas le faire autrement. Je prends l'exemple des robots
chirurgicaux. On a une imitation naturelle à 180 degrés. On a, grâce à ces robots, 360 degrés. Et donc, on peut penser des opérations qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Pareil avec des outils qu'on a dans le travail. Alors, on parle effectivement, Serge Tisseron disait, sur l'idée de soulager les aidants pour pouvoir qu'ils se concentrent sur d'autres tâches. On peut, nous aussi, nous soulager sur des tâches un petit peu agaçantes, rébarbatives, comme on le dit souvent, sauf que parfois aussi, on a besoin de ces tâches rébarbatives et répétitives, simplement pour montrer qu'on avance ou pour un petit peu papillonner sur des tâches un petit peu monotones. Donc l'idée, c'est aussi, voilà, à chaque fois de voir la place que peut occuper ces technologies et qu'elles soient, on en parlait, un partenaire dans l'activité, une activité mutualisée, c'est-à-dire que l'intervention technologique ne se fasse pas au détriment de l'action humaine. Le cœur du métier, le cœur de l'activité, celui qui a du sens et qui fait sens pour l'individu, il est laissé à la personne. Et donc l'outil va venir accompagner, va venir supporter tout ça. Et donc c'est un petit peu ça simplement pour cadrer un peu la manière dont on envisage un peu l'usage de ces technologies dans cette vision-là. Et donc on accompagne soit des laboratoires, soit des entreprises innovantes à concevoir ces technologies émergentes et surtout à prospecter l'acceptation future de ces technologies. Alors toute la difficulté est là, c'est-à-dire ce sont des technologies un peu innovantes, nouvelles, et donc on va essayer de voir un peu dans quelle mesure ils peuvent être acceptables auprès de personnes qui ne les connaissent pas, qui les effraient, personnes âgées, très âgées, et aussi dans une activité future probable qui n'existe pas, puisque vous travailler avec un robot, travailler aussi avec les fameux assistants vocaux dont on parlait tout à l'heure, ou les mettre à domicile auprès de personnes handicapées ou en situation très âgée, de fragilité, ce n'est pas la même chose que de ne pas les avoir. C'est une autre activité, d'autres pratiques. Et donc on met en place des dispositifs pour un peu comprendre ce devenir de l'activité, et si ce devenir de l'activité est acceptable ou pas, non seulement pour la personne, mais aussi pour l'écosystème, c'est-à-dire pour tous les gens qui vont utiliser ou qui sont directement ou indirectement destinataires de cette technologie. Alors j'en donnerai d'autres exemples tout à l'heure, mais on a donc par exemple fait des études sur la mise en place, alors on parlait d'outils de téléassistance, vous savez, intelligent de détection des chutes au domicile avec les scripts de chute, mais aussi les appels vocaux pour pouvoir mettre en place une aide, une assistance. Et c'est des systèmes intelligents qui captent les chutes et qui sont capables de discriminer ce qui est une chute ou pas une chute. Et là, les assistants vocaux un peu plus innovants que ce qu'on connaît comme Google, donc avec des gens de l'INRIA et puis du traitement du langage, où là, on essaye de développer des systèmes qui puissent déjà discriminer la voix de la personne âgée. C'est pas évident, puisque la voix de la personne âgée, elle est très difficilement identifiable. Et puis, qui soit sensible au contexte, c'est-à-dire que le système identifie l'usage, la pièce dans laquelle la personne se trouve et développe aussi l'action idoine. Et là, on a effectivement, je le disais, aussi étudié le robot Paro. Alors avec des résultats un peu différents, mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on voit qu'on développe aussi des recherches pas seulement dites un peu quantitatives avec des questionnaires, mais des études, et là je suis très intéressé par ces résultats-là, mais des études plus qualitatives, on s'intéresse aux pratiques, aux activités. Il y a des effets très favorables, et puis nous on a vu des effets un peu moins favorables, justement, non seulement moins sur la personne âgée qui est le destinataire direct. Là, j'ai bien entendu la plus-value que ça pouvait apporter, mais plus sur cet écosystème, c'est-à-dire des personnes qui sont à la périphérie, puisqu'on ne travaille jamais seul, on n'est toujours jamais seul, on est toujours avec quelqu'un, on travaille toujours pour quelqu'un, on a toujours quelqu'un en tête quand on fait quelque chose. Et donc, dans l'entourage qui va être quelque part un prescripteur ou un proscripteur de l'outil, qui va aussi agir sur l'usage, sur la construction de l'usage ou sur le rejet du dispositif. Et donc, on a regardé effectivement comment ça se passait, une relation entre une personne âgée et une aide-soignante qui est souvent là et qui va transformer son activité et l'enrichir. Elle passe de ce qu'on appelle du cure au care. Le cure, c'est le geste technique, c'est-à-dire elle ne fait pas que le nettoyage, que le lit. Elle enrichit pour avoir construit une relation d'accompagnement de la personne âgée. Donc elle prend du temps pour parler avec elle, discuter et la valoriser. Et c'est ce qui enrichit son travail. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un geste technique de bas niveau, mais c'est autre chose. C'est du lien social, c'est de la valorisation de la personne, c'est de la stimulation. Et ça, c'est important. Et ça, c'est ce qui se passe avant. Donc on a regardé, on a évalué, et puis on a regardé aussi le nombre de regards portés, le nombre de discours, les verbes, enfin tout ça, tout ce qui a été produit en termes justement de relations d'interaction sociale et d'écoute, d'attention. Et puis on met le robot Paro au milieu. Et là, l'aide-soignante n'existe plus. C'est que vous avez toute l'orientation, l'attention qui est portée sur ce petit robot, et toutes les discussions, toutes les remarques, toutes les appréciations, tout le vécu, il est orienté vers le robot. Et
quand on interroge la personne, on la filme et puis on fait ce qu'on appelle la verbalisation consécutive, l'autoconfrontation, pour expliquer un petit peu pourquoi elle détourne la parole, pourquoi elle reprend, pourquoi elle est un peu dure, pourquoi il y a des signes de gêne. Et elle nous le dit, je vois le robot comme un concurrent, je n'existe plus, je ne suis plus là, j'ai l'impression de ne plus être utile à rien. Et qu'est-ce que c'est aussi? C'est là aussi ce qui est important, il ne faut pas simplement que la technologie ait du sens pour la personne, mais il faut qu'elle donne du sens à l'activité qu'elle fait. Or là, la technologie n'a plus de sens pour la personne qui est chargée quand même d'aller nettoyer le robot, d'aller l'alimenter, pas, mais mettre le courant, le laver, etc. C'est un concurrent. Or, c'est quand même cette personne-là qui est, le principal pourvoyeur de cet outil auprès de la personne âgée. Donc si on ne l'implique pas dans cette reconstruction de la relation, vous voyez, ça aussi, il faut penser ça plus largement. L'outil, ce n'est pas simplement la personne âgée, mais aussi l'écosystème. Donc il faut reconstruire cette relation, pas seulement dyadique, mais triadique à 3, parce que quand on est à 3, c'est toujours 2 contre 1. Donc il faut essayer de former la personne, l'aide-soignante en l'occurrence, lui donner les moyens peut-être de renouveler cette interaction en intégrant le paro pour pouvoir aussi, cette fois-ci, apporter un service et une attention à la personne âgée. Voilà. Merci beaucoup, Marc-Éric Bobillier-Chaumont. On voit bien l'importance de ces regards différents. Vous êtes, je ne sais pas si je l'ai dit, titulaire de la chaire de psychologie du travail ici au CNAM, mais voilà, il y a un regard particulier. Il faut tous ces regards-là pour les mettre ensemble et réfléchir et s'interroger. Je voudrais maintenant avoir le regard de la sociologue, Isabelle Bérébi-Hoffmann. Je crois que vous avez aussi quelques photos peut-être à nous montrer. Donc oui, je suis pour ma part sociologue du travail. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce que la robotisation et l'intelligence artificielle ou l'automation par les algorithmes intelligents font aujourd'hui au travail humain. Donc la question est arrivée très très fortement dans les débats internationaux à partir de 2015. Pourquoi 2015 ? Parce que tout d'un coup, l'intelligence artificielle s'est mise à faire des progrès grâce au deep learning très rapides. Donc vous vous en souvenez et vous le savez parce qu'on les utilise, mais la reconnaissance faciale a fait des progrès rapides, la traduction, la reconnaissance vocale. On a parlé de voitures autonomes, mais ce n'est plus complètement possible. Et on a été pris de court dans les mondes du travail en 3 ans, entre 2015 et 2018. Il y avait des possibilités prédictives, de justice prédictive, de police prédictive, de gouvernement prédictif dans les villes, où les algorithmes pouvaient prendre des décisions, intervenir dans le travail et faire un certain nombre de tâches. On n'était plus dans la science-fiction, on était dépassé par le comment faire pour réguler le partage des tâches entre les robots matériels, les robots immatériels, c'est-à-dire les algorithmes, et le travail humain. Donc je voudrais faire 2 constats. Le premier constat, c'est que ça nous oblige à repenser la division du travail de façon globale, mais de façon très claire, plus locale. Et cette division du travail, pour parler avec mes collègues, elle se joue aujourd'hui à la fois à un niveau très très global de pouvoir, entre qui décide les algorithmes, donc c'est la sociologue du travail qui parle, mais aussi au niveau de l'activité, c'est-à-dire de ce qui vient de vous être décrit, c'est-à-dire au niveau du contenu des tâches, du contenu de ce qu'on fait et du sens qu'on va donner au travail. Qu'est-ce qu'on va automatiser? Qu'est-ce qu'on va déléguer? Est-ce qu'on va déléguer les tâches pénibles, les tâches comme par exemple pour les infirmières, porter un malade, faire la toilette? On s'aperçoit que ça, le robot ne sait pas le faire pour l'instant, parce que tout ce qui est mouvement, on n'y est pas. Ou est-ce qu'on va déléguer ce qui donne du sens au travail, c'est-à-dire la relation, le care? Or, dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est le relationnel qui est mis en relation. Donc l'inverse, donc on dévalorise, on enlève du sens au travail humain. C'est la machine qui prend le travail qui a du sens et la pénibilité qui reste. Donc la question, c'est comment nos sociétés vont s'équiper, à la fois tout en haut global et tout en bas au niveau de la décomposition du travail, de sa recomposition, pour arriver à conserver le sens et ce qu'il y a d'humain dans le travail humain, dans cette nouvelle répartition entre la machine et le travail. Donc le problème étant posé, c'est un problème récent, mais l'automation est un problème très ancien. Donc je vais vous donner 3 aperçus, 3 figures, et après on ira sur la discussion, de qu'est-ce qui peut se passer justement dans cette recomposition et où sont les rapports de force aujourd'hui par rapport à ça. La première cas de figure, c'est celui que vous voyez, je ne parle pas des robots, je parle des algorithmes. C'est le moment où la raison algorithmique, c'est à la façon dont l'algorithme fonctionne, intelligent, l'algorithme raisonne, va modifier
notre comportement humain. Donc là, moi, je fais du terrain en tant que sociologue, j'écris des livres, mais je fais du terrain. J'ai passé 2 ans dans l'écosystème de la région de Boston, notamment au Media Lab, au MIT, à regarder, à faire de l'observation participante parmi ceux qui conçoivent les algorithmes et les problèmes qu'ils y voient ou pas. Donc là, on est au Media Lab, au MIT. Vous avez Joy Buolamwini, qui est quelqu'un qui est passé au Congrès depuis, qui est devenu très célèbre, une étudiante d'Ethan Zuckerman dans le centre du Media Lab. Elle est noire, elle entraîne un algorithme de reconnaissance faciale. L'algorithme ne la reconnaît pas. Elle ne voit pas d'humain. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un masque blanc pour entraîner l'algorithme, pour qu'il y arrive. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a les limitations, ce que vous avez vu certainement avec Antonio Casilli auparavant, les limitations de l'intelligence artificielle qui n'est pas intelligente comme nous, qui a une façon cognitive de fonctionner, surtout avec le deep learning, oblige une adaptation chez les êtres humains pour entrer. Et là, on a une double adaptation, c'est-à-dire que cet algorithme de reconnaissance faciale fonctionne d'une certaine façon, d'une part, mais fonctionne avec des données. Et ces données dans les bases de données sont biaisées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de visages blancs et de visages masculins que de visages avec de l'ethnicité. Donc il fonctionne mal sur toute une série de catégories, les femmes, moins bien sur les femmes, moins bien sur les peaux mates. Donc ça formate, et on va retrouver ce biais-là dans la police prédictive, et des biais énormes. Et dans la justice prédictive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logiciel Compass aux États-Unis conduit à arrêter des Noirs qui rentrent dans des magasins qu'on a confondus avec des criminels. Donc il y a toute une série de questions qui sont pas seulement notre relation humain-machine, comme le disait le philosophe Simondon, de transduction et de relations à construire, de culture relationnelle à construire, mais il y a aussi nos institutions de régulation, la police, la justice, nos institutions, qui ont besoin d'avoir une culture d'apprentissage aussi du pouvoir qu'on donne de décision et de gouvernance à des machines virtuelles. Deuxième cas, donc ça c'est le cas dont tout le monde discute. La gouvernementalité algorithmique, la raison algorithmique qui descend sur la raison humaine et qui prend le pouvoir sur nos comportements, avec les biais cognitifs. Le deuxième cas que je voudrais vous montrer, ça n'a rien à voir, c'est celui qu'on a un peu décrit. C'est par exemple un autre sous-domaine de l'intelligence artificielle. Là, je vous ai parlé du machine learning, qui est un des 4 sous-domaines de l'intelligence artificielle. Là, je vais vous parler de l'haptique. L'haptique, c'est ces vêtements ou ces objets matériels en contact avec nos corps humains augmentés. Donc ça va des lunettes Google à l'uniforme intelligent des policiers dans les quartiers Donc là, j'ai participé à de l'innovation, à des hackathons pour créer un uniforme pour des policiers à partir de techniques d'haptique. Et l'idée, c'était, vous avez entendu parler du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, de ces jeunes à capuche qui se faisaient descendre par la police parce qu'ils avaient peur et les identifiaient comme des dangers. Donc il y a une grande discussion comment l'intelligence artificielle peut aider les policiers à ne pas tirer. C'est ce qu'on appelle les biais inconscients, unconscious bias aux États-Unis. Comment peut-on contrôler l'intelligence artificielle? Peut-elle compléter l'humain qui va prendre des mauvaises décisions à cause de racisme intégré, de racisme institutionnel ou de biais inconscients? Comment la machine peut essayer d'arrêter les biais inconscients avec des coûts sociaux très importants? Donc, voilà. Donc, c'est un autre usage de la relation humain-machine qui consiste à compléter les biais sociaux, c'est-à-dire le racisme, ou à intégrer des individus, ou le sexisme. Donc on va demander à la machine de corriger des biais sociaux. Et donc que fait cette machine? Donc c'est expérimental, hein. C'est pas répandu. Moi je suis assez critique, mais j'ai participé à la conception quand même. L'équipement va mesurer le stress du policier et filmer la situation. Et en fonction des images de situation
et du niveau de stress. Il va indiquer au policier s'il est surstressé par rapport à la situation, ou si c'est normal, son niveau de stress, ou anormal, et en lui envoyant des signaux. Donc il va y avoir un apprentissage machine-humain qui est en train de se faire. Donc là, on est dans la coopération. C'est comme le radiologue qui a un algorithme qui voit mieux que lui et plus vite que lui le cancer du sein. Ou c'est comme l'avocat qui va faire traiter des... Voilà. Et dernier cas que je voulais citer de figure avant de passer à la discussion, c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé et sur lequel j'ai publié, c'est l'inversion totale. C'est le mouvement Maker. Là, on est dans un humanisme technologique en refusant le pouvoir de la machine et en revenant à ce qu'Hannah Arendt appelait l'homo faber. C'est-à-dire, il y a une culture, un mouvement, une philosophie, des lieux de fabrication, des gens qui se réunissent en congrès, qui disent le numérique, l'intelligence artificielle c'est un outil comme les premiers outils humains, doit nous aider à ce que disait Marc et ce que vous disiez également tout à l'heure, à augmenter notre puissance d'agir. Et pour cela, il suffit de faire avec la machine, mais de lui faire ce qui nous plaît et ce qui nous permet d'augmenter dans le sens. Donc là, vous voyez des prothèses de main bricolées dans des Fab Labs et des hackerspace avec des machines numériques et des imprimantes 3D. On a inventé l'imprimante 3D dans les makerspace et hackerspace et Fab Labs, dans ces lieux qui sont des tiers-lieux complètement bottom-up. Et ce sont des prothèses. Donc Nicolas, que vous voyez ici, a inventé une prothèse de main qui revient à $200, dont le modèle étant libre sur le net. Au Vietnam, en Amérique du Sud, on peut fabriquer une prothèse pour $200. Une prothèse sur le marché capitaliste aujourd'hui coûte entre 20 000 et 60 000 $. Donc on est en train de fabriquer une économie parallèle, une puissance d'agir individuelle avec une économie circulaire, des circuits courts, en utilisant le numérique pour le mettre au service d'une espèce de vision locale, de sortie du marché et de fabrication personnelle suivant les besoins individuels. Donc ça, c'est un autre cas de figure qu'on retrouve dans les plateformes coopératives qui sont l'opposé, par exemple, de Uber, etc. Donc je vais m'arrêter là. C'est le regard de la sociologue sur ces configurations sur lesquelles on est en train de travailler socialement, sur comment on va vivre avec notamment les algorithmes intelligents, et on va les mettre au pouvoir de qui et de quoi au travail. Oui, c'est vraiment toute la question, et c'est toute la question qui a été évoquée au cours de toutes les tables rondes. Ce que j'en retiens, enfin plein de choses, mais entre autres que ça amplifie. C'est-à-dire qu'en fait, que ça amplifie tout, le pire comme le meilleur, et qu'en tout cas, pour répondre à la question de cette table ronde, le robot n'est certainement pas un collègue comme un autre, parce que en fait, j'ai l'impression qu'il amplifie tout. Le meilleur parfois quand je vous écoutais, Cécile, et puis ça peut devenir le pire pour l'aide-soignante qui n'a plus le sens. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut déjà prendre conscience à quel point finalement ça amplifie, qu'est-ce que c'est qu'être vivant, qu'est-ce que c'est qu'être humain? On a l'impression que les algorithmes, le numérique, la robotique, l'informatique, oui, amplifient nos travers, enfin le meilleur et le pire de l'humanité. Donc on fait comment? Parce qu'en général, les humains ont fait le pire. Hein. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc-Éric. Effectivement, moi je vous rejoins, c'est-à-dire que dans certains cas, la technologie crée des problématiques, mais souvent elle amplifie ou elle accentue ce qui existait auparavant, ou elle met en tout cas la visibilité sur des difficultés, des problèmes auxquels on était confrontés, alors, dont on n'avait plus conscience, dont on ne voulait plus avoir conscience, ou qui ont été cachés un certain temps, et puis on continue à travailler malgré tout dans une organisation de travail, dans un environnement de vie qui on s'y est habitué, mais qui n'est pas acceptable malgré tout. Et donc la technologie va venir remettre du sel sur une plaie qui était déjà présente. Pourquoi? Parce qu'on voit, et quand on met en place, par exemple, si on regarde du point de vue de l'organisation du travail dans les entreprises, quand on suit un peu l'accompagnement de ces transitions numériques et surtout de ces technologies innovantes, où finalement la technologie, c'est bien le problème avec ce déterminisme technologique, c'est que la technologie n'est pas une solution parmi d'autres, mais c'est la solution. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un problème, la technologie va venir résoudre ce problème, alors que ça soit sur la collaboration, sur la formation, sur l'innovation, sur l'agilité, et même sur le bien-être. Il y a plein de startups qui se créent, ce qu'on appelle la happy tech,
où par rapport à la souffrance des salariés, on crée des systèmes dits, alors je mets des gros guillemets, intelligence artificielle, pour évaluer le bien-être des personnes et les stimuler par des actions, par des petites blagues, par des questionnaires, etc. Donc on voit que cet outil, finalement, elle est une réponse à tout, mais quand on met en place l'outil, c'est ça qui est intéressant et comment on fait, vous le disiez, c'est qu'on voit que, et je trouve que c'est intéressant, c'est que autour de la technologie se cristallise tout un ensemble de problèmes. Les gens vont commencer à parler, vont commencer à discuter des problèmes de charge de travail, des problèmes de contrôle, des problèmes de collaboration, des problèmes de management à distance, des problèmes d'indicateurs, des problèmes d'articulation vie au travail, hors travail, de bien-être, de reconnaissance, de valorisation. Au travers de l'outil, il y a ce qu'on disait, tout ressort. Ça ne va pas. Alors c'est peut-être à cause de l'outil, c'est peut-être ce que va justement transformer en bien ou en mal l'outil, mais ça va ressortir. Et du coup, comment on fait? Moi, ce que je dis, c'est que généralement, si, et là c'est une perspective ergonomique, on part de l'activité pour concevoir la technologie, pour penser la technologie, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut justement partir du projet technologique pour repenser l'activité. Alors repenser au deux sens du terme, repenser, c'est-à-dire pour l'améliorer, mais aussi repenser comme un pansement, c'est-à-dire pour la corriger, pour la soigner, cette activité qui ne va plus. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la mise en place, vous savez, de ces outils de téléassistance des personnes âgées au domicile. Et ça rejoint un peu la discussion tout à l'heure, où effectivement l'aide à domicile, ou le fait de placer quelqu'un en EHPAD, ça coûte extrêmement cher. Et comme on est dans une problématique de dépendance, où la population va vieillir, et la dépendance va augmenter, et on n'est pas comme au Japon dans des populations où on prend soin de nos aînés, on essaie plutôt de s'en débarrasser, malheureusement. Donc on est dans ce qu'on appelle la silver economy, où, encore une fois, je parlais de la solution technologique et la réponse à tout, c'est que la technologie va nous permettre justement de faire le maintien à domicile, l'hospitalisation à domicile, pour que ça coûte le moins cher possible. Et donc on déploie ces technologies d'assistance et d'accompagnement au domicile de ces personnes dans l'idée du contrôle de chute. Et en fait, très vite, au travers de la mise en place de l'outil, on fait des groupes de travail, on fait des focus groups, enfin des discussions collectives entre les aidants, la famille et la personne âgée. Et on voit que grâce à l'outil, justement, la problématique de la prise en charge de la personne arrive. Ce n'est pas l'outil qui va prendre en charge la personne, c'est qui doit prendre en charge la personne, comment mieux prendre en charge la personne, comment se répartir justement l'accompagnement, le soutien, l'aide par ces différents acteurs. Déjà, on se parle, on voit que ça ne va pas, on voit que ça n'allait pas, et ce n'est pas l'outil qui va prendre en charge ce qui n'allait pas, c'est simplement déjà réorganiser pour faire que ça aille mieux, que chacun se sente mieux là-dedans, pour une meilleure qualité de vie de la personne âgée, et puis après, penser au rôle de l'outil qui soit acceptable pour chacun. Et c'est là pour ça, il faut des gens qui pensent, il faut des gens qui soient là, des chercheurs en psychologie du travail ou des sociaux, enfin, il faut des gens qui pensent. Mais du coup, c'est sortir, et pour terminer, je dirais qu'il faut sortir d'une approche technocentrée, où malheureusement, la technologie est trop souvent pensée à partir, malheureusement, d'une conception, d'une certaine vision du travail, de la tâche, et on voit dans l'entreprise, peu de salariés participent au projet technologique. En fait, la technologie est au service de la technostructure. On a un formidable moyen de reprendre la main, le contrôle sur une activité qui échappait à l'entreprise. En termes, on parle de contrôle, de supervision, de régulation, de prescription, d'évaluation, d'indicateurs. L'outil est là. Et on le voit, on parlait tout à l'heure de la soumission, la servitude volontaire, moi ce que j'appelle la soumission à l'autorité technique. Un ordre, elle est plus acceptée lorsqu'elle vient d'une machine que d'un humain. On a fait plein d'études d'expérience où on a fait faire des gens, c'est un peu comme Milgram avec la soumission à l'autorité, ils faisaient des choses qu'ils n'auraient pas fait spontanément dans la vraie vie, mais qu'ils le font parce qu'il vient d'une machine qui pense plus intelligente, plus omnisciente, plus performante aussi qu'eux. Et donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça soit technocentré, que ça soit mis entièrement dans la main des ingénieurs ou des décideurs, mais il faut que ça soit une approche anthropocentrée, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois une approche participative et inclusive de la part des salariés, et puis une prise en compte de l'activité qui se fait et de l'activité en devenir, pour concevoir. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire avec les différents collègues qui sont réunis autour de cette table. Voilà. Avant de vous redonner la parole, je veux bien avoir, je vous ai vu Cécile Dolbeau-Bandin en train de prendre beaucoup de notes, donc je veux bien avoir votre réaction. Je prends toujours beaucoup de notes pour ne pas oublier. J'ai pas Paro avec moi, donc j'oublie.
Je voudrais revenir. C'est vrai que j'ai présenté très rapidement les résultats de mon étude parce que le temps, c'est le format aussi. Je n'allais pas développer, mais il n'y avait pas que des effets positifs. Il y avait des effets négatifs aussi dans le travail, et notamment ce qui a suscité. Alors, il y a plein d'exemples. Voilà, autour du robot, autour du travail. Pas les effets thérapeutiques, vraiment dans l'intégration du travail, comment on l'utilise, comment on le présente, est-ce qu'on dit que c'est un robot, etc. Il y a eu une formation qui a été faite au début par un commercial, mais elle était très 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 rapide. Et il y a le travail d'une de vos collaboratrices, Marilyn Carillon-Martineau, qui a fait un travail remarquable et qui a complété la formation au PARO. Et donc, ça a évolué, ça a fait évoluer la prise en compte. Il y a des supports en ligne pour le personnel soignant. Et donc, quand j'y étais, il n'y avait pas encore ce support parce que Marilyn était en train d'y travailler. En revanche, ce qu'ils ont fait, c'est que dans l'hôpital, la neuropsychologue, qui était la référente, a mis en place un groupe de parole auquel j'ai assisté, observation non participante, et j'ai observé effectivement. Et là, il y avait comme un brainstorming où le personnel soignant dit voilà, toutes les peurs, les craintes vis-à-vis de Paro, etc. Il n'y a jamais eu la peur de perdre son travail. J'ai eu une fois l'ergonome qui avait vu une vidéo du robot Nao, vous savez, le robot Nao, le petit robot humanoïde, qui apprenait la gymnastique dans une maison de retraite à Issy-les-Moulineaux. Elle s'est dit, là, j'ai un peu peur. J'ai peur qu'on perde mon travail. Mais Paro, il n'y a jamais eu ce doute. Donc, il n'y a pas que des effets effectivement positifs. J'ai été très rapide. Il y a des effets aussi négatifs. Mais comme je vais sortir bientôt un livre, je ne vais pas tout vous dévoiler. Voilà, je fais un peu de teasing. Je garde tous les effets négatifs. Et puis, la dernière fois, j'ai présenté mon projet aussi à l'Assemblée nationale. Il y avait la personne qui commercialise Paro en France. J'avais donné quelques effets négatifs et il n'est pas vraiment apprécié. Donc, voilà. D'où l'intérêt d'avoir des chercheurs qui vont justement sur le terrain voir comment ça fonctionne. Même un petit robot aussi mignon que ça. Des gens qui l'utilisent. Et comme vous l'avez dit, je travaille aussi avec Serge Tisseron. Et avec Serge Tisseron, on pose la question d'éthique. Effectivement, comment on va vivre avec ces robots, comment on va coexister, cohabiter avec les robots. Il ne faut pas laisser justement la chose avec les fabricants. Il faut qu'on donne notre mot. Il faut qu'il y ait une co-réflexion ensemble, qu'on se pose la question, pas exactement de l'impact sur les robots, mais que souhaitons-nous faire avec eux? Qu'est-ce qu'on veut faire avec eux? Voilà, il faut une discussion, il faut une réflexion collective. Au début de la discussion, de la soirée, vous avez entendu Laurence de Villers, informaticienne, spécialiste de l'IA, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de discussion entre informaticiens, chercheurs en IA. Il devrait y avoir plus de travaux ensemble entre sociologues. Moi aussi, j'ai une formation de sociologue, entre sciences de l'information et de la communication, psychologie, neurosciences, informaticiens, etc. Et ça manque un peu en France, ces ponts, en fait, tout est fermé, tout est cloisonné. Oui. Et aussi une réflexion avec le public, avec les personnes qui sont concernées par ces changements. Alors moi, je suis comme Casilli, je vais essayer d'être aussi comme Paul Virilio, une optimiste inquiète et une pessimiste sereine. Mais je suis comme Casilli pour l'instant. Je ne crois pas au remplacement robotique. Pareil, il l'a expliqué tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est la conclusion de son livre En attendant les robots, que chaque solution technologique, chaque innovation technologique va réclamer la présence d'êtres humains. Paro, il y a un être humain. Le robot Hop, qui est humanoïde, qui est utilisé à l'hôpital de Rouen, qui est un robot normand, c'est pour ça que je le cite aussi, a besoin d'un humain. Nao, le robot Da Vinci que vous citez, etc. Pour l'instant, et puis les robots industriels, la cobotique, on a des humains. Donc la présence d'humains est encore indispensable. Et je vais aussi terminer parce que au début, il devait y avoir aussi Cynthia Fleury-Perkins qui devait participer à cette table ronde. Et il faut signaler aussi que la technologie, comme vous le disiez, la technologie, le robot ne va pas faciliter le soin, elle va peut-être le complexifier, etc. Il faut bien prendre le robot et toutes les nouvelles technologies télémédecine comme des techniques additionnelles, complémentaires, mais il y a besoin de formation formelle et informelle et aussi une réflexion collective indispensable. Et il faut vraiment s'y mettre très rapidement. Je pense que on ne s'aperçoit pas autant parce qu'on vit au quotidien dans le numérique. Moi, j'enseigne la culture numérique. J'enseigne les technologies d'information, de communication et les médias sociaux à mes étudiants. Et des fois, là, je trouve que depuis 7 ans, j'enseigne cette discipline depuis 7 ans, je trouve qu'il y a une évolution. Ils prennent de plus en plus conscience de l'impact du big data, du machine learning, du deep learning, de l'IA, etc., des robots, parce qu'ils ont assisté. Enfin voilà, c'est vrai que j'en discute beaucoup avec eux, mais ils prennent beaucoup de recul. Ils prennent beaucoup de recul aussi sur leur relation avec les écrans, on disait avec Serge Tisseron, avec les jeux vidéo, etc. Et je trouve qu'on est à un carrefour, et il faut profiter de ce carrefour pour justement amener une réflexion collective, et pas seulement avec les jeunes, avec aussi les plus anciens qui sont aussi de plus en plus connectés et informés sur les nouvelles technologies.
Isabelle Bérébi-Hoffmann, effectivement, il faut qu'on parle, il faut qu'on puisse partager ce que vous avez trouvé, mais ce que vous avez trouvé, tout comme ce que nous disait Antonio Casali tout à l'heure, est assez affolant sur le fait que, notamment par rapport au racisme, par rapport à la ségrégation, nos algorithmes, même dans le deep learning, ça développe encore plus ça développe le meilleur comme le pire. Quand vous parlez des makers, c'est le meilleur, des gens qui fabriquent et qui veulent que l'intelligence artificielle nous augmente, mais de notre propre choix. Mais comment est-ce qu'on fait? Effectivement, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit au courant. Il faut, comme vous le disiez, qu'on puisse inventer des machines qui pallient à ces biais, ou que dès le départ... Parce qu'en fait, ces biais, ils ne dérangent pas les marchands, qui sont les premiers qui distribuent tous ces objets d'intelligence artificielle. Certains gouvernements aussi. Voilà. Et oui, c'est ça, mais... Alors, vous dites quelque chose de très important, c'est qu'en fait, les outils d'intelligence artificielle qui sont diffusés aujourd'hui dans la société, dans les mondes du travail, ils sont vendus par des start-up et par un capitalisme financier de promesses. C'est pour ça qu'on a autant de fausses promesses dans l'intelligence artificielle, parce que les start-up, elles se financent sur un produit qui n'existe pas et qui peut ne jamais exister. Donc, on a un capitalisme financier de promesses libertarien, techno-libertarien, qui est californien, et ce qu'on appelle un low-road capitalism. Mais moi, par contre, je suis beaucoup plus optimiste que mes collègues, et que les collègues avec qui je travaille souvent, comme Antonio notamment, beaucoup plus optimiste parce que je suis une sociologue des mondes sociaux émergents et des contre-pouvoirs émergents. Donc les hackers sont un contre-pouvoir. La culture hacker depuis longtemps. L'économie du libre, les mondes du libre sont un contre. L'open source est un contre-pouvoir. Et ce que je regarde, ce sont des mondes sociaux. Ces mondes sociaux, les machine learners, les femmes chez Google. Le 1er novembre 2018, 20 000 femmes ont marché à Mountain View, devant le siège de Google, pour demander une transparence éthique de l'usage des algorithmes qu'elles fabriquaient, et notamment qu'ils ne soient pas vendus à l'armée, c'est le projet Maven, parce que les algorithmes servaient à créer des drones intelligents tueurs, des robots tueurs. Donc en fait, les machine learners eux-mêmes, c'est 23 000 personnes dans le monde, les machine learners, ce sont des gens très éduqués. Il y a un mouvement... Chelsea Manning, qui est toujours en prison, qui a travaillé sur Wikileaks. Quand elle est sortie de prison, graciée par Obama, elle est allée au South-Southwest, le festival de technologie de Austin. Sa première sortie, sa première déclaration devant tout le monde. Vous voyez qui c'est une hackeuse, elle a changé de sexe, c'est un homme qui est, voilà, donc de Wikileaks, donc anti-État, régulation, tout ce que vous voulez, transparence totale. Sa première phrase au festival de sortie de prison, ça a été « régulez-nous ». On a besoin, comme vous disiez, on a besoin d'une éthique qui nous régule, on fabrique des outils qu'on ne contrôle pas. Donc moi, ce que je vois dans le monde social aujourd'hui, c'est qu'il y a des forces en train de s'organiser. Les 20 000 femmes, mouvement MeToo, ont fait arrêter le projet Maven. Le mouvement des tech workers qui s'est développé depuis, on a les premiers syndicats qui sont arrivés à Pittsburgh il y a 4 mois. Chez Google, il n'y a jamais eu de syndicat dans la Silicon Valley. Jamais. On a pour la première fois des syndicats qui sont en train de s'organiser. On a des mouvements, on a une jonction entre des mouvements sociaux contre le climat, contre ICE, c'est-à-dire les camps d'enfants de migrants, qui se mobilisent avec des techniques d'organizing. Voilà. Donc moi, je crois au monde social. Voilà. Et je crois au contre-pouvoir du monde social, sauf qu'on a un petit décalage là de pouvoir. Et que ce petit décalage, mais le discours sur Facebook, si vous regardez vraiment depuis Cambridge Analytica, depuis 2016, le discours, ils sont en difficulté aujourd'hui en termes d'image, chez Google, etc. Parce que justement, ils ont promis du sens au travail. Ils ont promis de changer le monde à leurs employés. Les employés disent, voilà. Donc on a une crise du pouvoir quand même, mais qui vient de l'intérieur. Donc il y a un contre-pouvoir intérieur et les femmes sont au premier plan. Voilà. Merci. Marco-Éric Bobillier-Chaumont,
Vous réagissez comment à cette... Je ne me positionnerai pas sur l'aspect monde social et je souscris à ce qui vient d'être dit, mais plus sur... Alors là, j'aurais moi une vision complètement divergente sur les mondes professionnels, le monde organisationnel. Parce que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir en quoi ces outils participent et est un opérateur de santé au travail. Parce que l'individu, ce n'est pas l'individu qui est fragilisé, c'est les conditions de travail qui le fragilisent, qui lui empêchent de réaliser un travail, qui l'obligent aussi à peut-être puiser dans ses ressources pour continuer à faire un travail qu'il jugerait de bonne qualité, opposer un outil qui ne correspond pas, et on en est plein, enfin dans votre travail, vous êtes confronté à plein d'outils, mais ce n'est pas ce que je voudrais faire. Il me demande de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que j'aurais envie de faire, voire à des critères de qualité qui sont posés. C'est-à-dire que vous arrivez à faire un boulot qui ne correspond pas à cette notion de bon travail, de beau travail. Et ça vous fait mal. Vous faites un mauvais travail. Et ça, c'est une première chose. Et ça, on le voit dans l'entreprise, parce qu'encore une fois, l'entreprise... Ce n'est pas le monde des bisounours, c'est ce qu'on appelle le principe de mandatory, c'est-à-dire qu'elle impose des systèmes. Alors souvent les systèmes, c'est là où la collaboration ou le principe de subsidiarité ou d'opposition qu'on peut avoir dans les mondes sociaux est moins présent. Souvent, on a fait une étude avec l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, sur 3 ans pour voir justement les transformations numériques, les incidences sur les métiers et les compétences des cadres. Quand on sort 70% des cadres qui nous disent « je ne participe », et c'est vrai pour tous les employés, à aucun projet de développement technologique. Je vois arriver les systèmes sur mon écran et c'est à moi de trouver une utilité, un sens qui va remplacer un autre outil que j'utilisais, ça marchait très bien. Parce que plus vous changez d'outil, plus vous changez de pratique, plus votre métier est fragilisé aussi. Et plus vous faites d'efforts. Donc ça vous fragilise encore, dans une sorte de ce que disait Daniel Linard, de précarité professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à maîtriser. Ou alors c'est des produits sur étagère, ça coûte moins cher. C'est-à-dire que c'est des produits qu'on va acheter, alors des produits dits intelligence artificielle, notamment Watson, pour la banque, c'est-à-dire des outils qui traitent automatiquement les mails qui sont envoyés aux conseillers clientèle pour pouvoir effectivement leur donner, alors, souvent les mails les plus complexes, alors on les allaise des tâches monotones, mais à eux, justement, je parlais de charge cognitive, de trouver les réponses, et c'est pas facile d'essayer de décrypter une demande d'un client par mail et tout l'implicite qu'il y a derrière, et lui faire une réponse pour le maintenir, et pas d'avoir la reconnaissance que vous avez face à un client, par un regard. Ça, vous ne l'avez plus. Donc tout ça, effectivement, dans l'entreprise, et nous on lutte contre ça, on voit que cette dépossession, aussi des compétences, du savoir-être, vous regardez aussi les scripts de dialogue qu'utilisent tous les téléconseillers chez Bouygues ou SFR quand vous les appelez et que vous les engueulez parce qu'ils n'écoutent pas votre demande mais ils suivent simplement le script, il n'y a pas seulement une dépossession de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on leur dit voilà ce que tu dois faire et pas ce que tu voudrais faire, donc on les dépossède du pouvoir d'agir, mais aussi même du savoir-être, c'est-à-dire qu'on leur dit comment élever la voix, comment marquer les pauses pour être plus influençant sur le... Donc on les dépossède et c'est pour mieux posséder les individus qu'on les dépossède finalement. C'est aussi ça. C'est un outil au service, encore une fois, de la stratégie de l'organisation. Ce n'est pas pour faire plaisir. Donc là, je serais plus, peut-être, pas nuancé, mais je m'interrogerais davantage sur la possibilité de contrarier ces environnements, ces développements technologiques tous azimuts au sein des organisations, parce qu'encore une fois, derrière, non seulement une offre considérable, mais il y a aussi une volonté de la part de l'entreprise d'aller vers une meilleure efficacité, une meilleure productivité, une rentabilité, et pour eux, l'outil va servir à ça. Est-ce que vous avez des questions, parce qu'on va arriver bientôt à la fin de cette table ronde qui pourrait se prolonger, parce qu'on a à la fois des pistes et puis des vraies questions qui se soulèvent. Est-ce que ça suscite des questions ? Oui, juste une chose. Est-ce que vous avez constaté une lassitude de la part des patients au contact du robot Paro ? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'étonnement au début d'un jouet et qu'au bout d'un moment, l'effet thérapeutique s'annule ou se diminue auprès des patients ou elles s'en détournent pour revenir vers des contacts plus vers les aides-soignantes ? Alors déjà, ça dépend du stade de la maladie. Il y a plusieurs stades. Je crois que vous appuyez. Oui, parce que la technologie et moi, ça fait 2. Pourtant, l'évaluation dans le temps. De recherche. Voilà. Mais bon. Oui, donc il y a la distinction entre la maladie et un stade léger, stade modéré et puis très fort, voilà. Et effectivement, ça va varier. On n'observe pas les mêmes. Moi, j'ai observé 8 patients. Évidemment, il y en a qui vont être très étonnés, il y en a qui vont le rejeter aussi, qui vont dire moi je veux pas te voir, t'es pas beau, tu me plais pas. Enfin voilà, qui vont le rejeter complètement. Des fois, il peut provoquer aussi des crises de larmes parce qu'il va, comme il rappelle peut-être une fois, il y a une patiente qui avait perdu un enfant.
et comparé à la perte de son nourrisson. Donc vous voyez, il y a des réactions, ça peut être de la joie, des pleurs, de la tristesse, du rejet. J'ai observé un patient, on était avec une aide-soignante dans la salle de commune, et il était en fauteuil roulant, il faisait assez, enfin voilà, il parlait pas beaucoup. Paro était sur la table, et il avait mis la main sous Paro. Et il regardait Paro, il lui dit, moi je t'aime pas avec tes 4 yeux, parce que Paro c'est un robot avec des gros yeux, oui, il faut attirer, il est kawaii, c'est le côté kawaii, c'est le côté mignon du Japon. Et il lui disait, mais je ne t'aime pas, je ne veux pas te voir avec tes 4 yeux, je ne te fais pas confiance, tu es un chat, et les chats je les aime pas. Et puis après, voilà, il continue à parler, etc. Et puis à un moment donné, il regarde l'aide-soignante. C'est vrai qu'il y a aussi du lien quand même, enfin moi ce que j'ai observé, c'est qu'il y a effectivement, il y a la triade, il y a paro, patient et aide-soignant ou neuropsychologue ou psychologue, ça dépend, rarement le gériatre, non, jamais quoi. Donc il y a du lien. Et il expliquait à l'aide-soignante, sans la regarder, enfin voilà, il la regardait pas, mais il s'adressait pas au robot, il s'adressait pas à moi, parce qu'il me voyait jamais en fait. C'est l'avantage, ces services. Et il a dit, mais moi quand je travaillais, alors il avait travaillé au Moulin Rouge, il a dit, moi quand j'ai travaillé au Moulin Rouge, j'avais des phoques, je les nourrissais, etc. Une demi-heure après, ça tombait bien, sa femme est arrivée. Alors déjà, il se plaint, il lui dit j'aime pas le robot, etc. Donc elle lui enlève violemment, lui dit bah si tu ne l'aimes pas, voilà. Et on va la voir en aparté, on lui dit mais madame, voilà, est-ce que votre mari au Moulin Rouge, est-ce qu'il a élevé des phoques? Bah non, pas du tout, il n'y a jamais eu de phoques au Moulin Rouge. Donc vous voyez, des fois il y avait des confusions, etc. Il y avait voilà. Mais c'est très très varié. Les réactions sont extrêmement variées. Ça dépend vraiment de la personne, de son passé, et puis vraiment du moment. C'est que la veille, ça peut très bien marcher avec une patiente ou un patient. Le lendemain ou une heure plus tard, ça peut très très bien mal se passer. C'est vraiment très variable. Il y a une question aussi devant. Je crois qu'on projette aussi beaucoup face à ces robots, surtout humanoïdes ou animaloïdes. C'est nous qui projetons, je crois, beaucoup. Oui, c'est nous. Oui, l'automatisation aujourd'hui, dans le sens vraiment les humains qui sont la partie des humains qui sont vraiment remplacés par la machine, et pas l'automatisation dans le sens qui existe depuis longtemps. Cette automatisation-là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en, enfin, comment elle se passe, où est-ce qu'on en est, qui a un peu le pouvoir, quels sont les rapports de force qu'il y a dessus, et d'où elle vient aussi. Est-ce que c'est les startups finalement qui vont créer des nouveaux concepts et qui vont être complètement laissés à l'acceptation par du plus haut niveau des entreprises déjà existantes, ou est-ce qu'il y a une forme de régulation, voilà. Qui veut répondre? Marc-Éric. Dans les organisations, il y a à la fois effectivement les innovations qui sortent et qui sont très séduisantes, encore une fois, parce que vu par certains managers ou décideurs, ça va permettre, encore une fois, je l'évoquais, de résoudre des problèmes très complexes, comme par exemple la prise en compte du bien-être au travail. Et donc, on le voit, vous tapez n'importe quel mot-clé, en face de problématiques professionnelles, de formation organisationnelle, il y a un outil. Donc, il y a une offre qui est pléthorique, importante pour tout. Ça ne veut pas dire qu'elle est adaptée, appropriée, utile et qu'elle est compatible avec ce que peut ou ce que voudrait ou ce qu'aspire à faire les salariés. C'est toujours lui. L'individu est toujours vu comme une variable d'ajustement, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a aussi les DSI, les directions des systèmes d'information, voire aussi services de recherche, qui malheureusement ont, encore une fois, je disais, sont au service de la technostructure, et ça a toujours été, et ça, on dit qu'on est dans une ère, alors peut-être que tout à l'heure Antonio Casillas en parlait, mais de néo-taylorisme, c'est-à-dire qu'on reproduit aussi au travers de la mise en place de ces nouveaux outils qui sont très séduisants de prime abord, mais quand même les principes d'une rationalisation poussés à outrance. On prescrit, on organise, on structure, et du coup, c'est on en revient aussi à une sorte, alors je dirais un peu vite, mais de séparation entre ceux qui pensent ce travail et qui le formalisent et qui le prescrivent au travers de ces outils, et derrière, ceux qui l'utilisent, je vous le dis, ils ne connaissent pas le métier, ils ne connaissent pas l'activité, ils ne connaissent pas les capacités de développement, mais ils ont une certaine vision de ce que doit être le travail et qui est mise en place. Donc je pense qu'effectivement, le pouvoir, il est aux mains de cette caste, je mettrai des guillemets aussi, de professionnels qui maîtrisent le développement, la conception, le déploiement de ces outils au détriment et pas au profit des salariés. Voilà. Isabelle, vous voulez réagir, répondre? Oui, on a des études quantitatives
Une première étude de Frey Osborne en 2013 a analysé 702 métiers aux États-Unis pour montrer que, d'après eux, 43% allaient disparaître. C'est-à-dire que l'hypothèse d'un remplacement par l'automation et que cette disparition allait se faire pas tout en bas, pas tout en haut, mais au milieu. C'est-à-dire que ça allait toucher beaucoup les classes moyennes ou les classes éduquées. Donc, par exemple, Osborne et Frey disaient que les radiologues allaient disparaître, les clercs de notaire, les comptables. Donc il y avait toute une série de métiers qui étaient automatisables et qui sont des métiers en fait cognitifs, intellectuels, de reconnaissance qui demandent un certain nombre de pratiques et d'expériences où la machine, les algorithmes pouvaient être un peu meilleurs. Après, on ne va pas supprimer, on ne pense pas les chirurgiens, même s'ils peuvent être équipés, augmentés par les machines. On ne va pas supprimer les coiffeurs voilà. Ni les masseuses, on ne pense pas, mais on ne sait jamais. Et on ne va pas supprimer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. C'est la version positive. Moi, ce que je dois dire, c'est qu'après, il y a eu des tas de rapports de la World Bank, de McKinsey, etc., qui ont complètement, de l'OCDE, 9%, qui ont complètement contredit cela, parce que en fait, on ne sait pas. C'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que ce sont des choix politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on va... je vais vous donner un exemple pour vous le prouver, parce que vous n'êtes pas obligé de me le croire sur parole. On a une vague d'automatisation des entrepôts aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut... La manutention dans les entrepôts d'Amazon ou d'autres, on peut entièrement les automatiser. L'automatisation aux États-Unis qu'a choisi Amazon, c'est une automatisation qui complète, où l'humain est supprimé ou au service des machines. On a une start-up française qui est compétitrice d'Amazon et qui réussit très très bien, où là, la volonté de la start-up en question et de la façon de faire, c'est pas ça. C'est de supprimer les tâches pénibles, d'accompagner les transformations du travail, donc celles qui font mal, celles qui vont donner des maladies physiques, et de transformer des postes pour avoir des agents manutentionnaires qui vont commander les machines et qui vont gérer le poste et l'entrepôt. Donc on est bien dans des cultures nationales du travail, du droit social, du droit du travail et des volontés de chefs d'entreprise qui jouent. Donc finalement, pour ne pas penser que c'est un hasard, on se rend bien compte que si on a des mouvements ou des institutions de régulation différentes, on a un usage différent de cette automation. Je ne sais pas si on vous répond. 9% des suppressions, ouais. Le remplacement contre 43%, McKinsey, c'est 20%. Ouais, inférieur à 5%. C'est la création d'emplois. Inférieur à 5% pour les diplômés d'université, et puis des différences entre les pays, finalement. Donc, en fait, ça va être des choix aussi politiques et géopolitiques. Par exemple, là, ce soir, on a parlé du Japon, de Taïwan, etc. On n'a pas parlé de la Chine. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias, donc on va pas. Mais la Chine, effectivement, ils ont une autre vision du robot. Ils veulent effectivement le robot, ça va permettre aux ouvriers, il n'y a pas de pause pipi, il n'y a pas de maladie, enfin maladie, voilà, c'est pas le mauvais moment, mais voilà, il n'y a pas de congé, etc. Mais vous voyez, on n'est pas dans le même optique en Europe. On n'a pas la même vision. C'est ce qu'a expliqué aussi Serge Tisseron sur l'évolution du robot. Mais effectivement, tous ces rapports, ils sont contradictoires. On nous dit voilà. Mais ce qu'il faut retenir, et pour répondre à la question de ce débat, le travail ne va pas disparaître. Certains emplois vont certainement disparaître ou peut-être, je compléterais, peut-être évoluer. Voilà. Ce que vous disiez tout à l'heure dans les entrepôts d'Amazon, effectivement, il y a des robots de logistique qui vont aider les salariés à trier, porter les colis, etc. Mais ils vont aussi être équipés, ils sont en train de tester des exosquelettes pour reporter les tâches lourdes, etc. Donc il va y avoir, et c'est ce qu'on disait, une coexistence, une cobotique, je pense, qui est industrielle. Il va peut-être y avoir aussi une cobotique sociale. Donc c'est vraiment, mais c'est à nous, aux fabricants, aux chercheurs, aux créateurs des robots, enfin créateurs, c'est peut-être pas le bon terme, inventeurs, je sais pas, de rester vigilants et de réfléchir ensemble, de faire quelque chose ensemble. Marc-Éric, on arrive bientôt à la fin de cette table ronde. Je ne veux pas reprendre les chiffres, mais une chose est sûre, c'est que tous les emplois et tous les métiers sont transformés, touchés, affectés d'une manière ou d'une autre par l'arrivée des outils. Alors nous, on a fait des études auprès de sertisseurs de bijoux. Donc sertisseurs de bijoux, c'est un travail quand même qui nécessite, et comme chez les chirurgiens, un doigté, un savoir-faire qui n'est pas appris par la formation, mais par l'accompagnonnage. Et y compris, on a mis un logiciel de production
pour augmenter la productivité. Et souvent ça, c'est-à-dire que même si l'entreprise ne souhaite pas aller vers l'environnement technologique, vers le développement de ce qu'on appelle l'usine du futur, voire même de l'hôpital du futur, peut-être de l'enseignement du futur, donc avec des technologies qui sont omniprésentes, c'est les postes intelligents, connectés, avec effectivement la capacité Big Data de générer pas seulement une analyse de la situation, mais une analyse prédictive pour anticiper les erreurs qui pourraient être commises. Même si l'entreprise n'a pas forcément envie d'y aller, c'est le client qui lui dit attention, si tu veux continuer à travailler avec moi, on le voit partout, il faut que tu déploies ce type de technologie, d'outils pour augmenter ta qualité, ta productivité, et puis qu'on tisse des liens, des connexions entre nous. Donc là, il y a aussi cette idée que, à mon avis, si je vous rejoins, c'est un peu aussi Schumpeter, la destruction créatrice, il y a des emplois qui se détruisent, d'autres qui se créent, d'autres qui se transforment, mais tous les emplois seront touchés d'une manière ou d'une autre par l'arrivée de ces outils, parce qu'encore une fois, on est vraiment dans cette effervescence. Après, la grande question qui se pose, c'est de savoir quelle est la partie, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est d'accord, je crois, tous ensemble, quelle est la partie de cette activité, de ce métier, qu'on décide collectivement d'attribuer ou pas à ce dispositif, ou qu'on garde, nous, parce que ça a du sens dans le travail que l'on fait. Et c'est ça qui est important. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde, à moins qu'il y ait encore peut-être une question, mais je trouve que ça nous remet entre nos mains, finalement, les choix à venir, et qu'il faut continuer à en discuter, à y réfléchir ensemble, et tous ensemble, véritablement. Je crois que c'est ça la conclusion. Merci beaucoup, Isabelle Bérébi-Hoffmann. Je rappelle que votre livre est disponible à la librairie. Merci Cécile Dolbeau-Bandin, et merci Marc-Éric Bobillier-Chaumont. La soirée continue et est loin d'être terminée. Je vous signale qu'il va y avoir... Oui, on peut applaudir les trois intervenants. Merci.